3 lettres, DMA pour Digital Market Act. À peine mis en œuvre, le nouveau règlement européen fait revenir au premier plan l'affrontement entre Apple et Epic Games. Mais c'est quoi ce nouveau texte et concrètement, qu'est-ce qui va changer sur nos smartphones ? Bienvenue dans Métadonnées, le podcast qui vous explique l'actualité de la tech. Salut Guénaël Pépin. Salut. Merci beaucoup d'être avec nous dans Métadonnées. Merci de m'avoir invité. Alors, tu es journaliste pour le média Contexte. Alors, c'est un média qui est notamment basé... Et toi, tu travailles à Bruxelles. À Bruxelles, notamment spécialisé dans les, on va dire, les textes européens. Et tu suis de très très près, depuis plusieurs années, cette régulation européenne. Donc, je pense que tu connais bien le DMA, le DSA, etc. Ça a été toute ma vie au quotidien pendant 2 ans de suivre et discuter avec tout le monde. Ouais. Donc, et alors, évidemment, on va revenir tout de suite sur cette guerre entre Epic Games et Apple, qui n'est pas nouvelle, qui est antérieure au DMA. Mais déjà, je voudrais faire un petit point quand même, parce que on va pas se mentir, c'est un peu compliqué. Ouais. Si on résume concrètement les 3 réglementations européennes, parce que là, tu as le DMA qui vient d'arriver, donc c'est un nouveau règlement qui est en vigueur depuis le 7 mars. Ouais. C'est ça. Depuis hier. On avait eu le DSA il y a quelques mois, et puis on avait eu le RGPD cette fois il y a 6 ans. Même plus que ça d'ailleurs. C'était il y a 6 ans, c'était en mai 2018, c'est ça? Ça a été adopté en 2016 et appliqué en 2018. Appliqué en 2018. Alors, exactement. Est-ce qu'on peut résumer déjà ces 3 textes européens? Parce que là, on peut faire un petit bilan déjà pour que les gens comprennent bien c'est quoi les différences entre ces textes, c'est quoi les buts de ces textes. Alors, on a d'abord eu le RGPD, donc le Règlement général sur la protection des données, qui est vraiment centré sur la protection des données, donc le fait de s'assurer que le consentement des gens est bien recueilli pour un traitement de données, pour que les entreprises soient transparentes dessus, qu'elles fassent des études d'impact quand elles veulent traiter les données des gens, que même des entreprises étrangères respectent les droits des Européens. C'est ça, donc voilà. En fait c'est vraiment le RGPD, c'est on protège nos données. Exactement. La CNIL qui surveille tout ça. D'ailleurs on a fait un épisode de Métadonnées qui est dédié au RGPD que je vous encourage à regarder. Donc voilà, ça c'est on commence à connaître, c'est aussi ce que retiennent les gens parfois, le petit accepter les cookies. C'est bannir les cookies, ouais. C'est aussi, en fait voilà, c'est avoir un consentement avant qu'on utilise nos données, même si c'est pas toujours le cas, mais on va pas revenir sur ce sujet. Après, il y a eu le DSA qui est arrivé, donc là c'était en août le 25, je crois, août 2023. En fait, ouais, c'est ça. Donc le règlement sur les services numériques. C'est ça, ça a été négocié en même temps que le DMA, donc ça a été plus rapide. Donc l'idée, c'est que le DSA, c'est la régulation du contenu. Donc on prend des plateformes comme Twitter, Facebook ou Amazon, et on les oblige à réguler les contenus, à respecter les recours des utilisateurs, à donner des voies de recours aux utilisateurs quand Twitter ou YouTube supprime un contenu. Et pour les très grandes plateformes, donc celles qui ont plus de 45 millions d'utilisateurs dans l'UE, on les oblige à lutter contre des risques systémiques comme la désinformation, la santé publique. Voilà. D'accord, donc en gros, RGPD, nos données personnelles, le DSA, c'est un peu la sécurité sur les grandes plateformes, la haine en ligne, etc. Bon, même si là encore, on ne va pas revenir sur l'application, c'est un autre sujet. Et puis donc là, le DMA, c'est le dernier né, et pour le moment, on va dire le dernier de cette grande trilogie finalement, le règlement sur les marchés numériques, et donc là, c'est la concurrence. Exactement. En gros, l'idée, c'est on prend toutes les décisions de concurrence de la Commission depuis 15 ans et on interdit de ces pratiques par défaut aux géants d'Internet. Plutôt que de revenir au bout de 5 ans, après 5 ans d'enquête et des plaintes, ça prend beaucoup de temps. Là, on dit non, c'est interdit par défaut d'avoir plein de pratiques. D'abuser, alors évidemment, on va détailler tout ça, d'abuser de sa position dominante. Et je trouve que finalement, pour être concret, parce que la difficulté, c'est toujours d'avoir des exemples très concrets, et je trouve que le meilleur exemple pour aborder ça, c'est la bataille entre Apple et Epic Games. Alors, je fais un petit récap. En 2020, il y a Epic Games qui propose le jeu Fortnite sur l'App Store, qui décide d'ouvrir un peu les hostilités en se disant on en a marre de payer, parce qu'évidemment sur l'App Store, on a une commission d'Apple de 30%. Epic Games dit on en a un peu marre, on va mettre un petit lien pour tous les utilisateurs pour s'abonner, pour payer via directement, d'ailleurs c'est pas forcément un abonnement parce que sur Fortnite c'est plutôt des achats intégrés pour avoir des skins, des armes, etc. On va mettre un lien vers notre site, comme ça les utilisateurs ne paieront pas les 30% de taxes à Apple, on gagnera un peu plus d'argent. Bon. Sauf que le problème, c'est que dans leur contrat, Apple, ils sont pas bêtes, ils interdisent évidemment le fait de dire allez ailleurs pour payer. C'est pareil sur Spotify, sur Netflix, quand on s'abonne pas par Apple, et donc on n'a pas le droit, si j'ouvre l'application Netflix, ce qui va changer avec le DMA, si j'ouvrais l'application Netflix ou Spotify, j'avais pas le droit d'avoir un lien en disant venez ici, ça va être moins cher, et d'éviter de passer par Apple.
Donc ça, c'est en 2020. Epic Games propose ça. Apple, ils disent non, c'est interdit, on vous sort de notre App Store, on clôture votre compte développeur, Fortnite disparaît d'Apple. S'en suivent des procès, des semaines de procédure, enfin des mois et des années de procédure. Le DMA arrive, et le DMA permet deux choses. Un, de mettre enfin des liens, de proposer des systèmes de paiement alternatifs. Et en plus, d'avoir, et là on va en parler, des App Store différents, d'autres App Store non officiels, c'est-à-dire des magasins d'applications tiers qui ne sont pas ceux d'Apple. Et c'est là où Epic Games dit, ah bah, on va arriver avec notre propre application, notre propre magasin d'applications, et là vous aurez Fortnite. Ouais, et sauf que là, Apple supprime le compte qu'il avait. Voilà, Epic Games avait recréé un autre compte développeur, et là Apple vient de le supprimer. Là, il y a quelques heures. Et Thierry Breton, le commissaire européen, a dit on va surveiller ça, c'est pas Apple de supprimer le compte d'Epic Games, enfin, il faut surveiller que ce soit légal. Et donc finalement, c'est le premier vrai test du DMA, mais quelques heures après l'application. Exactement, et surtout que dans le DMA, Apple a interdiction de réduire au silence les critiques des entreprises qui collaborent avec elle. Donc c'est un interdit très clair. Dans le DMA, donc le règlement, encore une fois pour protéger la concurrence, dit je suis Apple, j'ai un développeur, le développeur peut me critiquer publiquement. Exactement. Et parce que là, Apple a dit, en fait, une des explications au retrait... Enfin, fermeture du compte développeur, c'est les critiques de Tim Sweeney, donc le boss d'Epic, publiquement sur la mise en conformité d'Apple avec le DMA. Ça ne passe. Toute logique, ça ne passe pas. Mais alors, pourquoi Apple, j'imagine qu'ils ont quelques juristes. Ils se disent que... Et en plus, maintenant, ils se font même attaquer par Thierry Breton. Enfin, on a l'impression que ça devient les méchants, là, d'un coup. Ils se disent quoi? Ils disent que ça va passer. Qu'est-ce qu'ils font? Ils testent déjà la capacité à faire appliquer? Exactement. En fait, Apple a été l'entreprise la plus opposée au DMA pendant toutes les négociations. On peut prendre Google ou Microsoft, ils avaient toujours à peu près moyen de s'arranger avec. Apple a dit, en fait, ça casse notre modèle de contrôle des iPhones, des MacBooks, ce que vous voulez. Donc là, oui, ils le testent, ils veulent clairement aller en justice et voir jusqu'où ils peuvent aller. Et gagner du temps aussi, j'imagine. Exactement, même si... En fait, ça fait partie de leur stratégie juridique de dire on a une application, on va dire presque plus de mauvaise foi. En tout cas, on essaie de contrôler le plus possible, alors que le but du DMA est d'ouvrir l'iPhone et d'ouvrir l'App Store et le service de paiement. Et ils disent, bon, ok, on ouvre, mais on réduit la porte autant que possible. C'est ça. Donc, ça va être un test de volonté avec la commission. Oui, parce qu'on va revenir après sur ce que ça change on va rester vraiment très concret. On ne va pas aller dans les détails du texte, mais on va voir ce que ça change aussi pour Google, pour Facebook, Meta, etc. Mais c'est vrai que le grand symbole, et je pense que si le grand public, bon, le DMA c'est peut-être un peu obscur, mais si vraiment on retient une mesure, c'est l'App Store. La grande différence entre Apple, iOS et Android, c'est que sur Android, il y a des magasins d'applications tiers. Apple, parce que c'est Apple et que l'écosystème d'Apple est fermé et contrôlé, c'était pas d'App Store. Et le DMA, l'Europe a dit, maintenant, on va vous forcer à accepter des magasins d'applications tiers, ce qui a rendu fou Apple pendant des années avant que finalement ils n'aient pas le choix. Et alors, oui, il y a donc ce conflit avec Epic Games, et puis il y a autre chose qui a rendu fou furieux Epic Games, mais alors tout le monde, Spotify, Deezer, etc. C'est qu'en gros, Apple, ce qu'ils ont fait, ils ont dit, bon, ok, on va appliquer le DMA, il y a deux solutions. Soit vous restez sur notre App Store, vous restez exclusif à notre App Store, soit vous allez ailleurs, sur un autre App Store, mais dans ce cas-là, il faut nous payer, pour les grosses plateformes, plus d'1 million de téléchargements par an. C'est ça. 50 centimes par utilisateur et par an. Oui. Ça, je comprends. Enfin, ça peut pas passer, on est d'accord. Toute logique, ça peut pas passer. Et la commission, sans nommer Apple, dit très bien qu'ils voient déjà des pratiques qui ne passeront pas. Voilà. Et vu qu'Apple est le plus opposé au DMA, on comprend qu'ils parlent d'Apple et qu'ils parlent de ça. Et c'est pareil pour leur blocage des applications web progressives dans les bêtas des versions d'iOS. Là, la commission a clairement dit, c'est ni justifié, ni utile, on n'en veut pas. Ils ont fait marche arrière d'ailleurs. Exactement. C'est les fameuses applications web, c'est le fait d'avoir des raccourcis sur son iPhone, d'applications, enfin de sites web en fait, qui ne sont pas des applications, mais qui sont des renvois vers des sites web. Apple voulait le dégager et l'UE a dit non. Et puis du coup, ils ont annulé. Exactement. Donc il y a quand même des tests, enfin oui, c'est vraiment pied à pied avec la commission. Et il y a aussi le fait que Apple maintient toujours le contrôle sur chaque développeur individuel. C'est-à-dire que même si un développeur passe par un store tiers, ils doivent toujours créer un compte chez Apple. Enfin,
toutes ces notions-là qui peut ou ne pas passer. Ouais, c'est une liberté surveillée, quoi. C'est ça. Et c'est toujours avec l'argument de la sécurité. C'est-à-dire que Apple, dès le début des négociations sur le DMA, a dit nous, on a un problème de sécurité parce qu'ils considèrent qu'Android n'est pas assez sûr, par exemple. Ils prennent toujours l'exemple d'Android. Là, et donc ils ont essayé d'obtenir dans le texte des dérogations extrêmement larges pour la sécurité qu'ils n'ont pas obtenues. Là, ils testent vraiment le moindre détail de la dérogation qu'ils ont obtenue sur la sécurité. Et donc tu penses, toi, que le conflit avec Epic Games, ça va cristalliser finalement ce début d'application du DMA, et c'est ce qui va un peu faire jurisprudence, c'est-à-dire dire est-ce que c'est Epic Games qui a raison et il faut forcer Apple à offrir un compte développeur Epic Games, même si Epic Games critique Apple. Ouais, complètement. Et c'est... pour reprendre l'exemple du DSA, sur le DSA, on a l'exemple de Twitter, et qui est vraiment le symbole. Exactement, à chaque fois on a un symbole. Exactement. Là, Epic Apple, c'est très clair. Et ça va peut-être aussi venir avec Spotify, qui a obtenu sur le droit de la concurrence l'amende de 8 milliards il y a quelques jours contre Apple. Oui, Apple qui a une amende sur Apple Music, en fait. Exactement. Mais du coup, les plaintes d'Epic, la plainte de Spotify ont été une démotivation du DMA. C'était une démotivation du DMA. Donc, oui, ça va être vraiment ce qui va cristalliser, surtout que, comme tu le disais, Thierry Breton s'en empare. C'est-à-dire qu'il y a une volonté politique très forte de s'en emparer. C'est ce que j'allais dire. Ça devient politique. Ça devient là Thierry Breton contre Apple. Parce qu'il a publié un tweet il y a quelques heures. En gros, c'est limite Epic Games, c'est un lanceur d'alerte. Enfin, je veux dire, c'est formulé d'une façon assez étonnante. Enfin, étonnante, voilà. En tout cas, il y a un parti pris. Oui, ça devient totalement politique. Je veux dire, il y a quoi ? Il y a un conflit entre Thierry Breton et Tim Cook ? Ils aiment à le dire, en un sens. Oui, on peut le dire comme ça. C'est-à-dire que quand on prend toutes les déclarations des derniers mois des dirigeants d'Apple, ils critiquent ouvertement l'Europe, ils disent que c'est n'importe quoi, qu'ils vont se battre pied à pied pour défendre leurs utilisateurs. Enfin, ils disent pas on défend le contrôle de notre écosystème, on défend nos utilisateurs contre l'Europe qui fait n'importe quoi. Oui. Ils le disent ouvertement. Donc oui, c'est une bataille ouverte. Donc là, il y a un affrontement. Je reprends le tweet de Thierry Breton. J'ai demandé à nos services d'examiner en priorité la résiliation par Apple du compte développeur d'Epic. Donc c'est incroyable, on parle d'un cas individuel. On parle de Fortnite, d'un cas très individuel, ça devient politique. Et surtout, sous le DMA, il n'y a pas de place pour les menaces. Alors des gardiens, c'est les grandes plateformes en gros, de faire taire les développeurs. C'est vraiment, on dirait que c'est Snowden, quoi. Epic Games, non, mais vraiment, ça devient totalement politique, c'est incroyable. Alors qu'Epic Games, en fait, c'est un des géants jeux vidéo. Oui, on dirait que c'est un tout petit développeur. Après, il faut que la loi soit respectée, évidemment. Bien sûr. Et Apple doit être contrôlé, mais je veux dire, c'est intéressant de voir comment ce sujet-là est politisé. Bien sûr. Mais du coup, ça va être un peu le risque aussi de ce genre d'affaires pour de plus petits développeurs qui n'ont pas la puissance de feu d'Epic et la visibilité d'Epic pour se défendre. Peut-être que la Commission ne prendra pas autant fait les causes pour eux parce qu'il n'y a pas de gain politique non plus à les défendre comme ça. Mais justement, on parlait des amendes. Donc Apple, ils ont pris une amende monumentale. Le montant, c'était combien déjà ? 1,8 milliard. 1,8 milliard, voilà. Ils ont fait appel, il me semble. Oui, mais enfin, d'ailleurs, ils ont communiqué aussi en étant hyper offensifs. Ouais. 1,8 milliard, donc en fait, ce qui est reproché à Apple, c'est d'avoir mis en avant Apple Music, comme souvent dans ces histoires de concurrence, et mis en avant ses services pour dissuader les utilisateurs d'aller vers la concurrence, et donc d'avoir utilisé son écosystème iOS pour mettre en avant Apple Music aux dépens de Spotify. Mais maintenant qu'il y a le DMA, s'ils ont ce comportement-là, Apple, ils vont pas se prendre des amendes encore plus importantes. Oui, alors ça peut aller jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial. 10% si vraiment ils insistent. D'accord, je crois que c'était 6, mais non, ça peut aller jusqu'à 10. Les 6% c'est le DSA. Mais, c'est le DSA, il change à chaque texte. Ah oui, en plus il change, d'accord. Mais du coup, c'est monumental. C'est monumental. Après, ça peut prendre du temps. C'est-à-dire que c'est une logique de mise en conformité. C'est-à-dire que le but de l'Europe, c'est pas forcément de mettre des amendes. Ça, c'est vraiment une logique de droit de la concurrence, de prendre des grandes décisions. La logique du DMA, c'est de dire, bon, en fait, on est dans un dialogue et on va vous forcer à vous conformer avec la menace, à terme, au bout d'un moment, des 10%. Mais ça peut mettre beaucoup de temps à arriver. D'accord, donc ils tâtent le terrain, ils savent qu'ils ne vont pas se prendre demain une amende de 30 milliards de dollars. Quoi. Ils voient jusqu'où. En fait, ils testent un peu les limites.
Complètement, et c'est un peu leur intérêt parce que Apple, ils ont des développeurs, ils ont aussi beaucoup de juristes et ils testent, et la commission en a beaucoup moins. Et puis c'est aussi un peu la logique américaine, c'est on met le pied dans la porte et puis on voit quand est-ce que ça passe plus, quoi. Exactement. Comme Uber, comme toutes ces grandes boîtes, même Amazon, etc. Oui, ça c'est quand même, ça veut dire que là on part sur des batailles de plusieurs années. Oui. Même si, sur des choses comme ça, la Commission a dit clairement les App Store, c'est une de nos priorités dans le DMA. Donc, ils vont mettre le focus dessus, l'administration, tous les moyens. Donc, on peut aussi s'attendre à des résolutions assez rapides sur un cas comme, peut-être, je sais pas, 1 an, 2 ans. Il n'y a pas vraiment de délai dans le DMA pour résoudre les affaires, mais on peut... un cas comme Epic. Et alors, je voudrais que tu m'expliques un truc, parce qu'il y a Apple qui a communiqué aussi, toujours sur le DMA, en disant, il y a le DMA qui a été mis en place là, depuis 7 mars. On va aussi faire évoluer d'autres pratiques pour se conformer. Par exemple, mieux aider nos clients à quitter un iPhone pour Android. Donc là, toujours, dans le but d'avancer et de permettre une concurrence un peu plus saine, c'est-à-dire d'éviter de la rétention. Ouais. Et mais ils disent pour 2025. C'est-à-dire que ce DMA, c'est quoi? C'est un brouillon, ça peut évoluer, ou tout se met pas en place immédiatement? Tout se met pas en place immédiatement, et on pourra peut-être en parler après, mais... En tout cas, aujourd'hui, ça implique beaucoup de travail technique. Donc c'est quand même de la part d'Apple, de Google, d'autres. Donc oui, ça va venir par étapes. Est-ce que les calendriers proposés depuis le 7 mars par ces entreprises conviendra vraiment à la Commission? C'est pas certain, on va en discuter. Mais oui, ça va être par strate, et surtout, il faut comprendre que la Commission et les autorités de la concurrence, ça va être vraiment un travail complètement nouveau pour eux. Il y a tout à créer. Et derrière, ils ont la menace comme de la justice européenne, d'Apple ou de Google qui va à la justice européenne contre... Oui, c'est-à-dire que, en fait, ce que tu dis, c'est que Apple pourrait aller face à la Cour de justice de l'Union européenne pour attaquer finalement ce DMA. C'est ça. Ils peuvent, et justement, un cas comme Epic, ils peuvent dire, en fait, ça devient un casus belli politique de la part de la Commission, il y a une neutralité ou une procédure qui n'est pas respectée parce que c'est une approche politique. Ils peuvent aussi attaquer. D'accord, ils vont essayer d'aller remettre en cause les règles. Ce qu'a fait Facebook avec le RGPD d'ailleurs, puisque normalement le RGPD, tu le disais, c'était on consent à l'utilisation de nos données. Bon, nos données, elles sont utilisées par Facebook, personne n'a jamais consenti. Et eux, ils ont été jusqu'à la Cour de justice de l'Union européenne là-dessus. Bien sûr. On en a parlé aussi dans un épisode sur les abonnements payants de Facebook, c'est un peu l'idée de ce truc-là. Mais en fait, le RGPD, c'est 2016. Donc en fait, pour que ces textes, les idées de ces textes soient appliquées, en fait, c'est un début, quoi, on a l'impression. Oui, après, la différence avec le RGPD, c'est que le RGPD, ça dépendait beaucoup des autorités. J'entre un peu dans l'institutionnel, mais ça dépendait beaucoup des institutions nationales. Là, c'est la Commission en direct. Et la Commission a une volonté très forte. Donc ça peut aller plus vite. Ouais, c'est ça. D'accord. Et c'est vraiment par design. C'est vraiment pris comme ça. Alors, l'aspect technique, on va en parler dans quelques minutes parce qu'il y a un autre aspect, justement. L'autre grand thème, l'autre grande mesure, c'est les messageries. Donc ça, techniquement, on va voir que c'est un défi. Ouais. Juste sur Apple, je termine. Apple Pay. Parce qu'il y a aussi, ça oblige Apple à ouvrir son NFC. Le NFC, c'est la puce dans l'iPhone, notamment pour le paiement sans contact. Pour le moment, si une banque voulait proposer du paiement sans contact, il fallait être dans Apple Pay. Tout à fait. Demain, ce que dit le DMA, c'est que chaque banque pourra faire son petit Apple Pay, quoi. Exactement, passer par son application directe et avoir directement accès à la puce. Voilà. Alors, une petite question. Moi, je suis désolé, mais ça m'emmerde un petit peu. Parce que, si on a plusieurs banques, si chaque application a son Apple Pay, je sais pas moi, peu importe le nom de la banque Pay, c'est pas plus simple d'avoir tout au même endroit. Est-ce que finalement, pour l'utilisateur, c'est plus simple? C'est un progrès, ce truc-là? Le progrès, c'est le choix. La logique de la Commission, c'est de dire vous aurez le choix. Après, concrètement, ça donne plutôt le choix aux entreprises sur des choses comme ça qu'aux utilisateurs. La question, c'est est-ce que les banques vont raisonnablement choisir d'outrepasser Apple Pay demain ou, voilà. Oui, c'est un aspect commercial en fait. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on est mieux à proposer notre appli et finalement est-ce que l'utilisateur et notre client n'a pas envie que ça reste comme ça? Donc peut-être que ça ne bougera pas, quoi. C'est ça, mais dans l'absolu, tu as raison. Chaque banque demain peut dire en fait, on a notre app Pay et ça devient le bazar. Et oui, ça peut être un effet collatéral du DMA. On va en parler aussi d'ailleurs, ces effets collatéraux avec Google tout à l'heure, parce que c'est intéressant. Alors, on va venir sur le côté technique, les messageries. Il y a une autre grande
grande mesure, qui concerne d'ailleurs, alors Apple, j'en sais rien, je sais pas comment ils s'en sont sortis, parce que on rappelle le DMA, les grandes plateformes, c'est 45 millions d'utilisateurs pour être considérés comme une grande plateforme et être touchés par le DMA. C'est 10% de la population de l'Union européenne. Au début, il y avait une grande mesure qui était que les 3 grandes messageries soient obligées d'être interopérables avec les autres messageries. Il y avait 3 messageries, il y avait Messenger, WhatsApp, iMessage. Apple a réussi à convaincre la Commission européenne de dire iMessage, non, il n'y a pas 45 millions de personnes qui l'utilisent. Bon. C'est plus de dire qu'ils ne sont pas... en fait, le DMA, c'est de la concurrence, donc c'est très tourné vers les entreprises. Donc ils disent, en fait, pour les entreprises, iMessage, c'est pas central du tout. Donc on peut avoir beaucoup d'utilisateurs, mais vu que les entreprises n'utilisent pas comme un canal important de communication avec les utilisateurs, en fait, pourquoi vous embêtez ? Oui, ce que tu veux dire, c'est que typiquement les services clients, je sais rien, moi, exactement. Air France, peu importe, ils sont sur Messenger et WhatsApp, ils sont pas sur iMessage, même si ça peut arriver aussi. Mais voilà, donc ils ont réussi à s'en sortir. Donc on va mettre iMessage de côté. Et donc il reste WhatsApp, Messenger. Donc ça veut dire, et tu me dis si j'ai bien compris, qu'à partir du 7 mars, bon pour le moment c'est pas le cas, donc ils sont un peu à la bourre, iMessage, WhatsApp et Messenger doivent être compatibles, et ça veut dire entre eux, et avec toutes les autres applications qui veulent être compatibles. En fait, ils doivent... c'est ça. En fait, ce qu'ils ont fait là, c'est qu'ils ont présenté 2 plans séparés pour WhatsApp et pour Messenger pour dire, voilà comment une messagerie tierce type Signal ou Frima ou Matrix ou d'autres peuvent nous demander de s'interconnecter avec nous. D'accord. Ce ne sera pas demain parce qu'effectivement, comme tu dis, c'est techniquement. Puis il y a les problèmes de chiffrement. Exactement. L'avantage là-dessus sur le chiffrement, pour entrer 2 secondes dans la technique, c'est qu'en gros, tout le monde utilise le même système, qui est le système de Signal. Le Signal, ouais. Voilà. Donc là-dessus, il y a une difficulté en moins quand même, en général. Sachant que Facebook a annoncé il y a 2-3 mois que Messenger allait être chiffré. J'imagine que ça facilite les choses peut-être pour... Oui, en fait, ils utilisent déjà... En fait, toute la couche... dans la technique. Toute la couche de chiffrement de Messenger utilise déjà Signal, c'est juste qu'ils vont généraliser le chiffrement. Oui, tu peux l'activer et que... Enfin, là pour le moment, c'est si tu avais de chiffrer ta conversation, tu l'actives et que demain, ce sera activé par défaut, comme sur WhatsApp. Exactement. D'accord. Mais du coup, techniquement, tout le monde utilise à peu près Signal. C'est pas compliqué. La question, ça va être, effectivement, quand on veut interconnecter une autre messagerie qui est souvent chiffrée, ça va être de créer un pont pour transporter de manière sécurisée le texte, les contenus, les appels. Alors, les appels dans 4 ans, mais de manière sécurisée, peut-être de convertir d'un chiffrement à un autre dans l'espace clos sûr. Ça va vraiment être ça la difficulté. D'accord. Mais donc, c'est-à-dire que si je suis WhatsApp, n'importe quelle petite messagerie, même toute petite qui vient de se lancer, peut me demander de l'accepter dans WhatsApp et je suis obligé de m'adapter, quoi. Ouais. Et le seul argument qu'ils peuvent raisonnablement opposer, c'est un argument de sécurité. D'accord. Ouais. Donc ça veut dire que là, tu parlais des appels, oui, parce que pour le moment, c'est les messages textes. Ouais. Et dans un second temps, il y a les images aussi ? Il y a les images. Dans un second temps, alors si j'ai bien révisé... dans 2 ans, non, un truc comme ça ? C'est ça. Les images, je crois que c'est aujourd'hui. Après, il va y avoir les groupes et après, les appels audio-vidéo. Ça va être dans 2-4 ans. Donc encore une fois, ça va être par étapes. Parce que dans la négociation, ça a convenu à tout le monde comme ça, même si ça n'a pas forcément beaucoup de sens. Alors, pour le moment, c'est vrai qu'on ne sait pas encore à quoi ça ressemble très concrètement. Donc ça veut dire que demain, je vais au Messenger, je vais au WhatsApp. Je vais avoir mes conversations WhatsApp. Je vais peut-être avoir un onglet comme dans les applis bancaires. On a maintenant les autres comptes des autres banques. Je vais avoir un onglet avec tous les autres messages. Vous avez un message Signal, vous avez un message Messenger. Oui, ça va ressembler à ça, a priori ? C'est ce que Facebook a présenté, oui, effectivement. Ouais. Ils l'ont présenté exactement comme ça, en disant vous aurez un onglet dédié aux messages des autres messageries. Mais on ne sait pas quand ça va arriver. Non. C'est ça qui est assez étonnant, parce que moi, je t'avoue que j'attendais ça. Cool, le 7 mars, je vais pouvoir voir comment ça fonctionne. Non, pour le moment, il n'y a rien. Enfin, on est le 8 mars, pour le moment, il n'y a rien. Ouais, mais c'est comme les App Store, ça prend du temps à développer. Et ouais, tout à fait. Et surtout, il va, encore une fois, y avoir le contrôle de la commission. Est-ce que la commission va être assez dure avec eux pour les forcer à... Et ça, c'est pour donner un accès optique, mais finalement, je me dis, le plus pratique, ça reste d'être entre Messenger et WhatsApp quand même. Oui. Parce que finalement, c'est quand même les deux. Alors, il y a iMessage, c'est vrai que c'est assez utilisé, mais entre Messenger et WhatsApp, je me dis, ça peut être plutôt pratique d'avoir ces groupes demain, ces groupes WhatsApp dans Messenger, et vice-versa. Ça se trouve, c'est entre ces deux entités qui appartiennent toutes les deux à Meta, d'ailleurs, que ce sera le plus pratique. Tout à fait. Et j'ai plus en tête les plans de Facebook dessus, mais oui, tout à fait. D'accord. Ouais, donc ça devrait arriver bientôt, on ne sait pas exactement quand, mais je trouve ça plutôt intéressant, moi. Je suis assez curieux de voir ça, en tout cas.
Ouais, tout à fait. Oui, alors on parlait des effets un peu collatéraux, parce qu'il y a une grosse boîte évidemment qui est ciblée là-dedans, c'est Google. Google, alors en matière d'antitrust, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire, puisque aujourd'hui tu fais une recherche Google, tu n'as plus uniquement les résultats Google. Tu as Google Maps, tu as Google Flight, tu as les restaurants réservés, enfin, tu fais tout avec Google. Donc évidemment, en termes de concurrence, ça pose problème à certains. Et alors, on a découvert, moi je l'ai découvert il y a quelques jours, que quand maintenant tu tapes une adresse, tu recherches un endroit dans Google, avant tu avais la petite carte, puis tu cliquais pour aller le voir dans Google Maps. Bah, maintenant ça marche plus, ça fonctionne plus. Donc c'est-à-dire que Google n'a plus le droit d'intégrer Google Maps à ses résultats de recherche. C'est pas qu'ils ont plus le droit, c'est qu'ils ont choisi d'interpréter le DMA comme ça. Ah. Voilà. C'est un peu comme le RGPD et bannière de cookies, c'est les entreprises qui ont décidé de faire bannière de cookies. Donc oui, en fait, Google est devenu très très prudent sur ces questions parce qu'effectivement, la dernière décennie antitrust, c'est la commission contre Google et des amendes à plusieurs milliards. Donc là, c'est ceinture bretelle. Ils disent bon, ok. Ils sont moins tête brûlée qu'Apple. Oui, voilà. Et surtout, ils prennent pas à partie le public comme Apple. Enfin, c'est une manière un peu de le faire, d'être sensitif. Oui. Mais ils le font moins ouvertement. Ils donnent quand même un moyen aux utilisateurs de le réactiver. Alors, ça, c'est ce qu'on a cru d'ailleurs. Ouais, il y a eu un quiproquo parce que figure-toi que, effectivement, tu peux aller cocher dans Google, j'accepte d'associer les différents services. Et en fait, on a publié ça dans un premier temps d'ailleurs, comme d'autres médias, et Google m'a appelé en me disant non, tu peux associer, ça c'est pour les données personnelles, mais en fait, tu peux pas le réactiver. Voilà. Et donc ça, effectivement, tu vois comme quoi on apprend tous parce que parfois c'est un peu flou. Et non, en fait, a priori, on ne peut plus le réactiver. Et donc c'est définitif. Mais tu me disais Google a choisi de l'appliquer comme ça. Ils auraient pu faire autrement ? Ils auraient pu choisir de maintenir et d'en discuter avec la commission en disant en fait, nous, on considère que, que ça n'enfreint pas le DMA parce que il n'y a pas forcément de combinaison de données entre les services, parce que ci, parce que ça, et qu'en fait, parce que c'est un service qui ne cache pas d'autres services à côté. C'est pas une mise en avant c'est pas une autopréférence de Maps dans la recherche. Il pourrait avoir plein d'arguments comme ça pour dire en fait. Ils ont choisi de désactiver. Oui. Oui, c'est une sorte de, effectivement là, tu montres aux gens concrètement ce que ça fait. Et d'ailleurs, il y a aussi un autre élément, c'est les vols, notamment Google Flight. Là-dessus, ils ont communiqué. Et pareil, tu recherches un vol, tu n'as plus Google Flight. Ouais. Et ils mettent en avant la concurrence, Kayak, Expedia, enfin tous les sites, tous les comparateurs de vols. Et d'ailleurs, ça c'est pour les vols, et puis pour les restaurants, les hôtels, c'est pareil. Et d'ailleurs, au final, il y a les hôteliers, je ne sais pas si tu as vu ça, qui sont un peu énervés parce qu'ils disent c'est bien le DMA, ça met en avant la concurrence de Google, mais la concurrence de Google, c'est Expedia, c'est Kayak, c'est d'autres géants, mais qui nous prennent aussi à nous des commissions. Et donc nous, on est les dindons de la farce parce que du coup, tu as Google, tu as les autres, et puis alors les hôteliers qui ont leur site en direct et donc qui n'ont pas de commission à payer, eux, on les a quasiment plus, ou alors ils sont tout en bas. Oui, et c'était déjà le problème avec Google Shopping. C'est le même schéma que comparateur de prix dans les résultats Google. Effectivement, à la fin, c'est toujours les boutiques qui se plaignent. Ce qui est à noter, c'est que là, Booking, qui est quand même le grand géant de la réservation d'hôtels, va peut-être à signaler à la commission il y a quelques jours qu'il avait atteint les seuils pour être un contrôleur d'accès. Donc peut-être que lui aussi, il y aura une mise en balance aussi, comme ça, entre Google et Booking, par exemple. Mais si on parle de préserver la concurrence, on a l'impression que ça préserve la concurrence entre les géants. Mais c'est vrai que tu te dis, après tout, tu recherches un hôtel dans une ville, peut-être privilégier de mettre en avant les sites des hôteliers qui ont leur propre outil de réservation et qui ne paieront pas de commission. C'est quoi ? C'est totalement absent du DMA. On a l'impression que c'est une bataille entre les géants uniquement. Alors, il y a beaucoup de ça, parce que en fait, les lobbies bruxellois dessus sont beaucoup trustés par les géants, et donc ça influe sur la fabrique de la loi. Après, typiquement, cette critique-là, le but de la commission, c'est quand même de défendre les entreprises finales, c'est-à-dire typiquement les hôteliers. Donc, ils sont hyper attentifs à ce genre d'arguments dans leur application du DMA. Là, pour le moment, c'est raté, a priori. C'est l'inverse qui se passe. Enfin, ils redescendent encore plus bas. Donc, est-ce que ça veut dire que ça peut évoluer ? Ça peut évoluer, et c'est clairement le but. Le but, c'est pas seulement de défendre Epic ou Spotify, c'est quand même aussi de défendre des gens comme des entreprises.
Mais ça encore, ça peut prendre du temps, et encore une fois, ça va vraiment faire partie des grands débats juridiques de juristes entre la Commission, Google, Apple et d'autres. Et ça veut dire que le DMA, il pourrait être modifié, le texte va pouvoir évoluer ? Oui. En gros, déjà, toutes les obligations qui sont imposées aux contrôleurs d'accès sont revues régulièrement, tous les 2 ans, il me semble. Et en plus, la Commission s'est vraiment créé une clause pour dire, en fait, s'il y a des pratiques qui émergent ou qui ne sont plus pertinentes, on ajoute, on retire, on peut le faire assez facilement. D'accord, donc il y a un caractère évolutif, donc c'est pas figé dans le temps. Non, justement parce qu'ils ont vu venir le coup que ce genre de choses. Parce que moi j'ai l'impression quand on parle, tu vois, d'Apple Pay, de Google, enfin, quand tu regardes sur Twitter, ce que retiennent les gens, c'est vrai, enfin le grand public aussi, c'est finalement c'est un peu emmerdant. Alors, j'ai plus Google Maps, j'ai plus Google Flight, Apple Pay, finalement, j'aurais préféré être sûr que ça reste dans une seule application, enfin un seul outil. Le RGPD, ah oui, c'est le truc où je suis obligé de cliquer sur 50 000 fenêtres. C'est vrai que parfois on se dit, entre le consommateur et l'utilisateur, il y a des intérêts un peu divergents, quoi. Ouais, et là, dans le cas du DMA, c'est surtout que la mise en conformité d'un géant, c'est on retire des choses, mais l'arrivée du choix, ça va prendre plus de temps. Et donc, on est un peu dans ce gap entre les deux, qui est effectivement compliqué. Donc, il faut voir si à terme, le choix émerge, s'il émerge d'autres entreprises que des géants. Ça va être aussi ça. C'est le but quand même. Quand tu fais un texte pour défendre la concurrence, c'est de dire on veut laisser émerger d'autres entreprises. T'y crois, toi ? Enfin, tu penses que ça va marcher ? Développer un App Store, développer une messagerie, c'est quand même beaucoup de travail. Ouais. Et je pense que c'est d'argent. Ouais, exactement. Et je pense que c'est ça le cœur du problème. Donc, à moins que quelqu'un trouve une solution, le plus évident, c'est que ça puisse profiter à Google chez Apple, par exemple sur le choix du navigateur, par exemple, ou oui, je fais une toute petite incise. Oui, j'ai mis à jour, c'est arrivé avec la dernière version d'iOS, le DMA, la 17.4, là, il y a quelques heures. Effectivement, la seule nouveauté qu'on a quand on met à jour, c'est une fenêtre pour quand on ouvre Safari en disant quel est votre navigateur par défaut. Tout le monde va mettre Safari ou Google, et puis après, tu as d'autres navigateurs que qui personne passent connaît. Exactement. Parce que c'est encore une vue un peu comme une inconvénience de je vais choisir. Donc oui, mais c'est une des grandes questions. Surtout que, et pour entrer un peu dans le débat qu'il y a eu à Bruxelles, c'était pas un front uni de Apple, Google, des GAFAM contre ces lois-là. C'est Google défendait ses idées, Apple les siennes, et ils se tapaient les uns sur les autres pour ouvrir l'un, pour ne pas toucher à telle partie. Donc oui, chacun, donc ça peut en profiter les uns par rapport aux autres. Ouais. D'accord. Bon, en fait, on a l'impression que c'est la mise en place du DMA, c'est encore le début. Ouais. Le début d'une histoire. Alors ça va être franchement à mon avis passionnant à suivre, et c'est pour ça que je voulais qu'on parle d'Apple et Epic, parce qu'à mon avis c'est ça qui va tout cristalliser dans les prochaines semaines. Alors tu dis ils se tapent les uns sur les autres, alors là c'est public, hein. Quand tu vois les tweets de Tim Sweeney, le patron d'Epic, c'est incroyable. Enfin, là on pas dire qu'on va acheter les pop-corn, mais enfin on va avoir beaucoup de matière à avoir là, pendant les prochaines semaines. Ouais, et puis là c'est entre boîtes américaines, donc il y a ce côté chaud Tim Sweeney est habitué à ça. Ouais. Donc oui, complètement. Bon, écoute, en tout cas, merci beaucoup Guénel, merci d'être venu nous parler dans Métadonnées, ce DMA, donc ce fameux règlement européen pour protéger la concurrence qui s'attaque notamment aux GAFAM. Guénel Pépin, tu es journaliste pour le média Contexte, notamment tu travailles à Bruxelles, donc tu es au plus près de ces informations-là. Merci d'être venu dans Métadonnées. Merci beaucoup de nous avoir suivis, merci d'avoir suivi ce podcast. Vous retrouvez le replay comme tous les épisodes de Métadonnées sur la plateforme Tech & Co, sur toutes les plateformes de podcast, et bien évidemment en vidéo également sur notre chaîne YouTube. Merci de nous avoir suivis et à très vite.